Si une vie intelligente existe quelque part dans l'univers, pourquoi ne nous a-t-elle pas encore atteints? Réfléchissez-y. L'univers a 13,8 milliards d'années. Il contient des centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie compte des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes. Certaines de ces planètes se trouvent dans la zone habitable. Les chiffres sont stupéfiants. Même si la vie intelligente est rare, son ampleur même laisse penser qu'elle doit exister quelque part dans l'univers. Et si elle existe, et si certaines civilisations sont des millions, voire des milliards d'années plus anciennes que la nôtre, elles devraient être infiniment plus avancées que nous. Ils devraient posséder des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer. Ils auraient dû résoudre les problèmes auxquels nous sommes encore confrontés. Alors, où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas venus? Pourquoi n'avons-nous vu aucune preuve de leur existence? C'est l'une des questions les plus profondes de la science. Et la réponse, je crois, n'est pas celle que la plupart des gens attendent. Ce n'est pas que les extraterrestres n'existent pas. Ce n'est pas qu'ils se cachent. Ce n'est pas qu'ils manquent de curiosité ou d'ambition. La réponse est plus simple et plus profonde. Les lois de la physique ne le permettent pas. L'univers est structuré de telle sorte que les voyages interstellaires, en particulier sur les vastes distances qui séparent les étoiles et les galaxies, ne sont pas seulement difficiles. C'est pratiquement impossible, même pour des civilisations bien plus avancées que la nôtre. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. La plupart des gens supposent que les technologies de pointe peuvent surmonter tous les obstacles. Si une civilisation est suffisamment intelligente, déterminée et ingénieuse, elle peut tout faire, y compris traverser les vastes distances de l'espace pour atteindre d'autres systèmes stellaires. C'est une pensée réconfortante. Cela suggère que l'univers est accessible. Cette exploration n'est qu'une question de temps et d'effort. Que nous ou quelqu'un d'autre finiront par nous répandre à travers la galaxie. Mais cette hypothèse repose sur une mauvaise compréhension de la physique. Car les obstacles aux voyages interstellaires ne sont pas d'ordre technologique. Elles sont fondamentales, inscrites dans la structure même de l'espace-temps. Aucune intelligence ne peut les vaincre. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut contourner les lois de la physique. Et ces lois sont impitoyables. Elles imposent des limites strictes à la vitesse, à l'énergie et au temps. Des limites qui rendent les voyages interstellaires extrêmement difficiles et les voyages intergalactiques pratiquement impossibles. Permettez-moi de commencer par expliquer l'ampleur du problème, parce que je pense que la plupart des gens ne se rendent pas vraiment compte à quel point les choses sont éloignées les unes des autres dans l'espace. Quand on parle de distance dans l'espace, on utilise les années-lumière. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an. La lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde. C'est rapide, très rapide. Rien dans l'univers ne se déplace plus vite. En une seconde, la lumière parcourt 300 000 km. En un an, la lumière parcourt environ 9,5 billions de kilomètres. Cela représente une année-lumière. Maintenant, remettons les choses en perspective. L'étoile la plus proche de notre Soleil est Proxima Centauri. Il se situe à environ 4,2 années-lumière. Cela signifie que la lumière de Proxima Centauri met 4,2 ans pour nous parvenir. Si vous vouliez envoyer un signal à Proxima Centauri, il vous faudrait 4,2 ans pour y parvenir. Et même si quelqu'un répondait immédiatement, sa réponse mettrait encore 4,2 ans à nous parvenir. Aller-retour au total, plus de 8 ans, juste pour échanger un seul message. C'est l'étoile la plus proche. Une seule étoile. À 4,2 années-lumière. La plupart des étoiles sont beaucoup plus éloignées. La distance moyenne entre les étoiles de notre galaxie est d'environ 5 années-lumière. Certaines sont distantes de centaines, voire de milliers d'années-lumière. Et notre galaxie, la Voie lactée, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Si vous vous trouvez d'un côté et que vous voulez atteindre l'autre, il s'agit d'une distance de 100 000 années-lumière. Et ça, c'est juste notre galaxie. La galaxie majeure la plus proche de nous est Andromède. Il se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière.
Il faut 2,5 millions d'années à la lumière pour faire le voyage. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Il faut 93 milliards d'années à la lumière pour traverser d'un côté à l'autre. Sauf que l'univers est en expansion, donc en pratique, c'est encore plus compliqué. Le fait est que l'espace est d'une immensité inconcevable. Les distances sont si vastes que même la lumière, ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers, met des années, des millénaires, des millions d'années pour les traverser. Et si vous essayez de parcourir de telles distances, vous avez un problème. Parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Il ne s'agit pas d'une limitation technologique. C'est une loi fondamentale de la physique, inscrite dans la structure même de l'espace-temps. La raison en découle de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Et c'est étonnamment simple, une fois qu'on a compris l'idée de base. Dans notre expérience quotidienne, nous considérons l'espace et le temps comme deux choses distinctes. L'espace est le lieu où les choses se passent. C'est dans le temps que les choses se produisent. Vous pouvez vous déplacer dans l'espace. Le temps s'écoule tout simplement. Mais Einstein a démontré que l'espace et le temps ne sont pas séparés. Ils sont unifiés en une structure unique appelée espace-temps. Et la vitesse de la lumière n'est pas qu'une simple vitesse. C'est une constante fondamentale qui définit la structure de l'espace-temps. Voici l'idée clé. Plus vous vous déplacez vite dans l'espace, plus vous vous déplacez lentement dans le temps. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps, et c'est un effet réel et mesurable. Si vous restez immobile, vous traversez le temps à la vitesse maximale, soit 1 seconde par seconde. Mais si vous commencez à vous déplacer dans l'espace, vous commencez à vous déplacer dans le temps plus lentement. Pour vous, le temps semble encore normal. Mais par rapport à quelqu'un qui reste assis sans bouger, votre horloge tourne au ralenti. Plus vous vous déplacez vite dans l'espace, plus vous vous déplacez lentement dans le temps. À des vitesses très élevées, proches de la vitesse de la lumière, la dilatation du temps devient extrême. Si vous vous déplacez à 99% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule pour vous environ 7 fois plus lentement que pour une personne au repos. Si vous vous déplacez à 99,9%, le temps s'écoule environ 22 fois plus lentement. À la vitesse exacte de la lumière, le temps s'arrête. Complètement. Du point de vue d'un photon, une particule de lumière, le temps ne s'écoule pas. Un photon émis par une étoile lointaine et absorbé par votre œil voyage pendant des millions d'années de notre point de vue. Mais du point de vue du photon, le trajet est instantané. Aucun temps ne s'écoule. C'est pourquoi rien n'ayant une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Car à mesure que l'on approche la vitesse de la lumière, le temps ralentit. Et pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait que le temps s'arrête. Mais l'arrêt du temps signifie que vous êtes figé. Vous ne pouvez pas accélérer davantage. Vous ne pouvez pas atteindre la vitesse de la lumière. Il y a une autre façon de voir les choses. Lorsque vous accélérez, votre masse augmente. Non pas votre masse au repos, mais votre masse relativiste. Plus vous allez vite, plus vous devenez massif. Et plus vous êtes massif, plus il faut d'énergie pour vous accélérer davantage. À mesure que vous approchez la vitesse de la lumière, votre masse relativiste tend vers l'infini. Et pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. Ce qui est impossible. La vitesse de la lumière est donc une limite absolue. Non pas parce que nous n'avons pas construit un moteur suffisamment rapide, mais parce que la structure de l'espace-temps ne permet à rien ayant une masse de L atteindre. La lumière elle-même se déplace à la vitesse de la lumière, car les photons n'ont pas de masse, 0. C'est pourquoi ils peuvent se déplacer à cette vitesse. Mais tout ce qui possède une masse, aussi petite soit-elle, ne le peut pas. Il s'agit du premier obstacle aux voyages interstellaires. On ne peut pas aller plus vite que la lumière. Et les distances entre les étoiles se mesurent en années-lumière. Ainsi, même en voyageant à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible pour tout objet ayant une masse, il faudrait des années pour atteindre les étoiles les plus proches, des siècles ou des millénaires pour traverser la galaxie, et des millions d'années pour atteindre d'autres galaxies. Et vous ne pouvez pas aller plus vite. Les lois de la physique ne le permettent pas. Mais imaginons un instant que vous puissiez voyager à une vitesse proche de celle de la lumière.
disons 99% de la vitesse de la lumière. C'est encore incroyablement rapide, bien plus rapide que tout ce que nous avons construit. Mais imaginons que ce soit possible. Pour atteindre Proxima Centauri, situé à 4,2 années-lumière, à 99% de la vitesse de la lumière, il faudrait environ 4,2 ans, du point de vue d'une personne sur Terre. De votre point de vue, la dilatation du temps le raccourcirait. Peut-être 1 an ou 2. Ça ne me paraît pas si mal. Quelques années pour atteindre une autre étoile. Difficile, mais réalisable. À un détail près. Énergie. Accélérer un vaisseau spatial à 99% de la vitesse de la lumière nécessite une quantité d'énergie énorme, bien plus importante que ce que la plupart des gens imaginent. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Supposons que vous vouliez envoyer un petit vaisseau spatial d'à peine 1 tonne, 1000 kg. C'est minuscule pour un engin spatial. La Station spatiale internationale pèse environ 400 tonnes. La navette spatiale pesait environ 2000 tonnes. Mais imaginons que vous construisiez quelque chose de petit, d'1 tonne. Pour accélérer 1 tonne à 99% de la vitesse de la lumière, il faut environ 1,8 fois 10 puissance 20 joules d'énergie. Cela représente 18 milliards de térawoules. À titre de comparaison, la consommation énergétique totale de toute la civilisation humaine en 1 an est d'environ 600 hexajoules. Un hexajoule équivaut à 1000 pétajoules. Un pétajoule équivaut à 1000 térawoules. L'énergie nécessaire pour accélérer 1 tonne à 99% de la vitesse de la lumière est donc environ 30 000 fois supérieure à la consommation énergétique annuelle totale de la civilisation humaine pour un seul vaisseau spatial d'1 tonne. D'où proviendrait cette énergie? Les fusées chimiques sont hors de question. Leur densité énergétique est largement insuffisante. La fission nucléaire est meilleure, mais elle reste insuffisante. La fusion nucléaire pourrait fonctionner en principe, mais nous ne la maîtrisons pas encore. Et même la fusion ne possède pas la densité énergétique nécessaire pour atteindre efficacement des vitesses relativistes. Il vous faudrait quelque chose comme de l'antimatière. L'annihilation matière-antimatière est la source d'énergie la plus efficace permise par la physique. E égale mc². Conversion totale de la masse en énergie. 1 kg de matière s'annihilant avec 1 kg d'antimatière produit environ 9 fois 10 puissance 16 joules, environ 21 mégatonnes d'équivalent TNT. Pour accélérer 1 tonne à 99% de la vitesse de la lumière en utilisant de l'antimatière, il faudrait environ 10 tonnes d'antimatière et 10 tonnes de matière pour l'annihiler. Donc 20 tonnes de carburant au total pour une charge utile d'1 tonne. Cela représente un rapport de masse de 20 pour 1. Pas mal pour une fusée. Mais voilà le problème. Nous ne pouvons pas produire d'antimatière en quantité significative. La quantité totale d'antimatière jamais produite par l'homme se mesure en nanogrammes, soit des milliardièmes de grammes. Il nous en faut des tonnes. Et même si vous pouviez le produire, il faudrait le stocker. L'antimatière s'annihile au contact de la matière. Il vous faudrait donc un confinement magnétique, un confinement parfait pendant des années, voire des décennies. Une seule petite défaillance et toute la réserve de carburant explose. Et ce n'est qu'une accélération. Vous devez également ralentir lorsque vous atteignez votre destination. Sinon, vous filez à 99% de la vitesse de la lumière et vous ne pouvez pas vous arrêter. Il vous faut donc encore 20 tonnes de carburant pour ralentir. Vous consommez donc 40 tonnes de carburant pour une charge utile d'1 tonne. Sauf que c'est pire. Car le carburant nécessaire à la décélération doit être accéléré au début du trajet. Il vous faut donc du carburant supplémentaire pour accélérer le carburant de décélération. C'est la tyrannie de l'équation de la fusée. Plus vous transportez de carburant, plus vous avez besoin de carburant pour accélérer ce carburant, et ainsi de suite. Lorsqu'on effectue les calculs, le rapport des masses explose. Au final, il vous faudra des centaines de milliers de tonnes de carburant pour une charge utile d'1 tonne, voire plus. Et n'oubliez pas, il s'agit d'un vaisseau spatial d'1 tonne. Si vous souhaitez envoyer un objet plus volumineux, les besoins en énergie augmentent proportionnellement. Un vaisseau spatial de 10 tonnes nécessite 10 fois plus d'énergie. Un vaisseau spatial de 100 tonnes nécessite 100 fois.
Pour une mission habitée, il faudrait un système de survie, de la nourriture, de l'eau, de l'air et une protection contre les radiations. Cela ajoute de la masse, beaucoup de masse. On parle de centaines de tonnes au minimum. Les besoins énergétiques deviennent astronomiques, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer produire actuellement. Et ce, rien que pour atteindre l'étoile la plus proche. Si vous souhaitez aller plus loin, les besoins en énergie ne changent pas beaucoup, car le facteur limitant est l'accélération et la décélération, et non la distance. Mais le temps augmente. Pour traverser la galaxie, soit 100 000 années-lumière, même à 99% de la vitesse de la lumière, il faut plus de 100 000 ans du point de vue de la Terre, et des dizaines de milliers d'années du point de vue du voyageur, en raison de la dilatation du temps. Pour atteindre une autre galaxie, cela prend des millions d'années du point de vue de la Terre, soit des milliers ou des dizaines de milliers d'années du point de vue du voyageur. Et pour tout cela, il faut de l'énergie, d'énormes quantités d'énergie, une énergie que nous ne savons ni produire ni stocker. Voici le deuxième obstacle. Même si l'on pouvait approcher la vitesse de la lumière, l'énergie requise est tellement immense qu'il est difficile de savoir si une civilisation, aussi avancée soit-elle, pourrait y parvenir à une échelle significative. Mais continuons. Imaginons que vous parveniez d'une manière ou d'une autre à résoudre le problème énergétique. Vous avez de l'antimatière, un confinement parfait, suffisamment de carburant. Vous pouvez accélérer jusqu'à 99% de la vitesse de la lumière. Maintenant, vous avez un problème de temps. Même à des vitesses relativistes, les voyages interstellaires prennent beaucoup de temps. Du point de vue des voyageurs, la dilatation du temps est un avantage. Un voyage qui prend 100 ans du point de vue terrestre pourrait ne prendre que 14 ans du point de vue du voyageur, s'il se déplace à 99,5% de la vitesse de la lumière. Mais, du point de vue de la Terre, 100 ans se sont écoulés. Tous ceux que les voyageurs connaissaient et sont morts. La civilisation a changé. La technologie a progressé. À leur retour, des siècles auront peut-être passé. Il s'agit d'un problème psychologique et social profond. Vous ne voyagez pas seulement dans l'espace, vous voyagez aussi dans le temps, vers le futur. D'une certaine manière, il est impossible de revenir au moment où l'on est parti. Et cela suppose que la mission réussisse. Si quelque chose tourne mal, si le vaisseau spatial tombe en panne, si l'équipage périt, il n'y a pas de sauvetage. Vous êtes à des années-lumière de toute aide. Un signal radio met des années à atteindre la Terre. Le temps que la Terre reçoive votre appel de détresse et puisse même commencer à répondre, vous avez déjà disparu. Les voyages interstellaires ne sont pas comme la traversée des océans à la voile. Ce n'est même pas comme aller sur la Lune ou sur Mars. C'est s'engager dans un voyage qui se mesure en décennies, voire en siècles, sans soutien, sans ravitaillement et sans possibilité de sauvetage. Et ceci est pour un voyage vers les étoiles les plus proches. Pour les voyages plus longs vers l'autre côté de la galaxie ou vers d'autres galaxies, les échelles de temps deviennent incompréhensibles. 100 000 ans pour traverser la Voie lactée, même en tenant compte de la dilatation du temps, soit des dizaines de milliers d'années du point de vue du voyageur, plusieurs générations. Il faudrait un vaisseau générationnel, un vaisseau suffisamment grand pour faire vivre une population pendant des milliers d'années, avec un écosystème en circuit fermé, un recyclage parfait et aucune panne. Aucun système construit par l'homme n'a jamais fonctionné pendant des milliers d'années sans entretien ni panne. Les structures humaines les plus durables sont les monuments, les bâtiments en pierre, les pyramides, et même celles-ci finissent par se dégrader. Un vaisseau spatial fonctionnel capable d'assurer la vie pendant 10 000 ans, nous n'avons aucune idée de comment construire cela. Et si vous voyagez dans une autre galaxie, les échelles de temps se chiffrent en millions d'années. Aucun organisme vivant ne pourrait survivre à cela. Il faudrait soit congeler l'équipage, ce que nous ne savons pas faire en toute sécurité sur de longues périodes, soit envoyer des intelligences artificielles, des machines, des robots. Mais même les machines se dégradent. Les composants tombent en panne. Les radiations endommagent les appareils électroniques. Sur des millions d'années, l'entropie l'emporte.
Le problème du temps n'est pas seulement un défi logistique, c'est une contrainte fondamentale sur ce qui est réalisable. Parlons maintenant de l'environnement de l'espace interstellaire. Car même si l'on résout le problème de l'énergie et le problème du temps, l'espace lui-même est hostile. L'espace n'est pas vide. Il est rempli de gaz, de poussière et de radiation. À basse vitesse, cela n'a pas beaucoup d'importance. Mais, à des vitesses relativistes, cela devient mortel. Commençons par la poussière. L'espace interstellaire contient en moyenne environ 1 atome par centimètre cube. Cela paraît maigre et ça l'est. L'espace est en grande partie vide. Mais lorsqu'on se déplace à 99% de la vitesse de la lumière, même un atome par centimètre cube devient un problème, car la vitesse relative est énorme. L'énergie cinétique est égale à 1/2 fois masse fois vitesse au carré. À 99% de la vitesse de la lumière, le terme au carré de la vitesse est énorme. Même une particule minuscule possède une énergie cinétique énorme. Un seul grain de poussière, 1 milligramme, frappant un vaisseau spatial à 99% de la vitesse de la lumière, libère environ 4,5 fois 10 puissance 12 joules d'énergie. Cela équivaut approximativement à l'énergie d'une tonne de TNT. 1 milligramme, un grain de sable, explosant avec la force d'une tonne de TNT. Une particule plus grosse, disons 1 gramme, libère l'énergie d'une petite bombe nucléaire, soit environ 4,5 kilotonnes. L'espace est rempli de ces particules, pas de manière dense, mais au cours d'un voyage s'étendant sur des années-lumière, vous en rencontrerez un grand nombre. Il faut un blindage lourd, mais le blindage ajoute de la masse, et la masse nécessite de l'énergie pour accélérer. Et nous revoilà au problème de l'énergie. Certains ont proposé d'utiliser des champs magnétiques pour dévier les particules chargées. Cela fonctionne pour les ions, mais pas pour les atomes neutres ni les grains de poussière. Il faudrait tout de même un blindage physique pour cela. D'autres ont proposé d'utiliser un bouclier jetable devant le vaisseau spatial, une couche sacrificielle qui absorbe les impacts, mais cela ajoute de la complexité et de la masse. En résumé, l'espace interstellaire n'est pas un lieu bénin. À des vitesses relativistes, c'est un véritable terrain miné. Chaque atome est un projectile potentiel. Et puis il y a les radiations, les rayons cosmiques, les particules de haute énergie provenant des supernovae, des pulsars et des trous noirs. Ils imprègnent la galaxie, voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Sur Terre, nous sommes protégés par l'atmosphère et le champ magnétique. Dans l'espace, vous êtes exposés. Au cours d'un voyage de plusieurs années, la dose de radiation cumulée devient significative. Pour une mission habitée, il faudrait un blindage anti-radiation lourd, ce qui ajouterait encore de la masse et de l'énergie. Dans le cadre d'une mission robotique, les radiations endommagent les composants électroniques. Avec le temps, les circuits se dégradent, la mémoire se corrompt, les systèmes tombent en panne. Il faudrait de la redondance, des composants durcis aux radiations, une correction d'erreur, autant d'éléments qui ajoutent de la complexité et de la masse. Et plus le voyage est long, plus le problème s'aggrave. Une mission vers Proxima Centauri serait peut-être gérable, mais une mission à travers la galaxie, l'exposition aux radiations pendant des dizaines de milliers d'années, détruirait la plupart des matériaux connus. L'environnement interstellaire est hostile, et plus on se déplace vite, plus il devient hostile. Permettez-moi maintenant de résumer tout cela, car je veux clairement expliquer quels sont les obstacles et pourquoi ils sont importants. Première barrière, la vitesse de la lumière. Vous ne pouvez pas aller plus vite. Il ne s'agit pas d'une limitation technologique, mais d'une loi de la physique. Et cela signifie que, même à la vitesse maximale possible, les voyages interstellaires prennent des années, des décennies, voire des millénaires. Deuxième barrière, l'énergie. Atteindre des vitesses relativistes exige une énergie colossale, bien supérieure à celle que nous savons actuellement produire ou stocker. Même une civilisation avancée aurait du mal à relever ce défi, car l'énergie est proportionnelle à la masse et les grands vaisseaux spatiaux nécessitent de grandes quantités d'énergie. Barrière 3. Le temps. Même en tenant compte de la dilatation du temps, les voyages interstellaires prennent énormément de temps. Des décennies pour les étoiles proches, des milliers d'années pour la galaxie,
des millions d'années pour les autres galaxies. Il ne s'agit pas seulement d'un défi pratique, mais aussi d'une contrainte sur ce qui est réalisable sur les plans biologiques et mécaniques. Quatrième barrière, l'environnement. L'espace interstellaire est rempli de particules et de rayonnements. À des vitesses relativistes, elles deviennent mortelles. Le blindage est nécessaire, mais le blindage ajoute de la masse, et la masse nécessite de l'énergie. Chacune de ces barrières est redoutable en soi. Ensemble, ils rendent les voyages interstellaires extrêmement difficiles, et les voyages intergalactiques pratiquement impossibles. Et ceci est valable pour des voyages à des vitesses relativistes. Si vous ne pouvez pas atteindre ces vitesses, les obstacles sont encore pires. À 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est encore incroyablement rapide selon les normes actuelles, un voyage vers Proxima Centauri prend 42 ans. Un voyage à travers la galaxie prend 1 million d'années. Ces délais sont prohibitifs. La question n'est donc pas de savoir si les voyages interstellaires sont difficiles, mais s'ils le sont. La question est de savoir si cela est possible pour une civilisation biologique disposant de ressources et de temps limités. Permettez-moi maintenant d'aborder l'objection évidente. Vous pourriez dire, mais qu'en est-il des technologies avancées? Et si une civilisation était 1 million d'années plus avancée que la nôtre, elle pourrait sûrement résoudre ces problèmes. C'est une question pertinente, et il est important d'y répondre avec soin, car elle touche à la différence entre les limitations technologiques et les limitations physiques. Les limitations technologiques peuvent être surmontées grâce à une meilleure technologie. Nous ne pouvions pas voler il y a 100 ans, maintenant nous le pouvons. Nous ne pouvions pas scinder l'atome, maintenant nous le pouvons. Nous ne pouvions pas séquencer l'ADN, maintenant nous le pouvons. Progrès technologique, mais les limitations physiques ne peuvent être surmontées par la technologie, car elles sont inscrites dans les lois de la physique. Aucun progrès technologique ne permet de voyager plus vite que la lumière. Aucune prouesse d'ingénierie ne permet de violer le principe de conservation de l'énergie. Aucune ingéniosité ne permet de contourner le second principe de la thermodynamique. Les obstacles aux voyages interstellaires ne sont pas technologiques, ils sont physiques. Oui, une civilisation avancée pourrait avoir de meilleures sources d'énergie, elle pourrait maîtriser la fusion, voire produire de l'antimatière. Mais l'antimatière n'est pas illimitée. Sa production nécessite de l'énergie, et la quantité d'énergie qu'une civilisation peut produire est limitée, car l'énergie provient de la matière, et la matière est finie. Oui, une civilisation avancée pourrait avoir un meilleur blindage, de meilleurs matériaux, une meilleure conception des vaisseaux spatiaux, mais elle ne pourrait toujours pas contourner les contraintes fondamentales. Ils ne peuvent toujours pas aller plus vite que la lumière. Ils ont encore besoin d'énergie pour accélérer. Ils sont toujours confrontés au problème du temps. Oui, une civilisation avancée pourrait résoudre le problème biologique. Peut-être transfèrent-ils leur conscience dans des machines. Peut-être prolongent-ils leur durée de vie indéfiniment. Peut-être envoient-ils des robots à la place d'êtres biologiques. Mais même les machines ont leurs limites. Les machines se dégradent. Les radiations endommagent les composants. L'entropie augmente. Sur des milliers ou des millions d'années, les systèmes finissent par tomber en panne. Aucune machine connue ne peut fonctionner pendant 1 million d'années sans entretien. Et il n'y a pas d'entretien dans l'espace interstellaire. En résumé, les technologies de pointe peuvent faciliter les voyages interstellaires, mais elles ne peuvent pas éliminer les obstacles fondamentaux. Ces barrières sont imposées par la physique, et la physique se fiche de votre niveau de développement. Permettez-moi maintenant d'aborder une autre objection. Et les trous de verre et les moteurs à distorsion. Qu'en est-il de la physique exotique que nous ne comprenons pas encore? C'est une hypothèse, certes, mais elle mérite d'être discutée, car elle est souvent invoquée comme solution au problème des voyages interstellaires. Les trous de verre sont des structures théoriques de l'espace-temps, des raccourcis, des tunnels reliant deux points distants dans l'espace. Si elles existent, on pourrait entrer par une extrémité et sortir par l'autre, en évitant ainsi la vaste distance qui les sépare. Les mathématiques de la relativité générale permettent l'existence de trous de verre, mais ceux-ci nécessitent une matière exotique, une matière à densité d'énergie négative. Nous n'avons jamais observé une telle matière, et il est difficile de savoir si elle peut exister en quantité suffisante pour stabiliser un trou de verre.
Même si de la matière exotique existe, la création d'un trou de verre nécessite une énergie colossale. Il faudrait déformer l'espace-temps lui-même. Les échelles d'énergie sont à nouveau astronomiques, bien au-delà de tout ce que nous pouvons produire. Et même si l'on parvenait à créer un trou de verre, le maintenir ouvert est un autre problème. Les trous de verre sont instables. Elles s'effondrent presque instantanément, à moins d'être stabilisées par une matière exotique. Et nous ne savons pas comment faire. Les trous de verre sont donc théoriquement possibles. Mais en pratique, ils sont bien au-delà de notre portée. Et peut-être même au-delà de la portée de toute civilisation, aussi avancée soit-elle. Les moteurs à distorsion sont similaires. L'idée est de réduire l'espace devant le vaisseau spatial et de dilater l'espace derrière lui. Le vaisseau spatial lui-même ne se déplace pas plus vite que la lumière dans l'espace, mais l'espace se déplace autour de lui, permettant ainsi de voyager plus vite que la lumière. Le moteur d'Alcubierre est l'exemple le plus célèbre. Proposé par le physicien Miguel Alcubierre dans les années 1990. Le raisonnement mathématique est valable en théorie, mais là encore, il nécessite une matière exotique à densité d'énergie négative, et les besoins énergétiques sont énormes. Selon certaines estimations, il faudrait plus d'énergie que celle présente dans l'univers observable. Même les estimations les plus optimistes suggèrent des échelles énergétiques bien au-delà de tout ce qui est réalisable. Et il y a un autre problème. Les moteurs à distorsion pourraient enfreindre le principe de causalité. Ils pourraient vous permettre de voyager dans le temps. Cela crée des paradoxes, des contradictions. La plupart des physiciens pensent que les violations de causalité sont impossibles, ce qui laisse supposer que les moteurs à distorsion, s'ils peuvent être construits, pourraient être interdits par un principe plus profond que nous ne comprenons pas encore. Ainsi, une physique exotique pourrait, en théorie, permettre des voyages supraluminiques. Mais les obstacles pratiques sont si extrêmes qu'il est difficile de savoir si une civilisation quelconque pourrait y parvenir. Et il est possible que les lois plus profondes de la physique l'interdisent totalement. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Nous n'en savons pas assez pour l'affirmer avec certitude. Mais je dirais que c'est extrêmement improbable. Et nous supposons bien sûr que les civilisations avancées ont résolu ces problèmes. Parce qu'il est peut-être impossible de les résoudre. Permettez-moi maintenant de parler du paradoxe de Fermi, car c'est cette question qui a lancé toute cette discussion. Si la vie intelligente existe, où se trouve-t-elle ? Enrico Fermi a posé cette question, en 1950. Il a souligné que la galaxie est ancienne, vieille de milliards d'années. Si une vie intelligente a existé, ne serait-ce qu'une seule fois, et si cette civilisation a développé le voyage interstellaire, elle aurait dû se répandre dans toute la galaxie depuis longtemps. Même à des vitesses inférieures à celles de la lumière, une civilisation pourrait coloniser la galaxie en quelques millions d'années. Il suffit d'envoyer les vaisseaux coloniaux vers les étoiles voisines. Ces colonies envoient davantage de navires, et ainsi de suite. Croissance exponentielle. En quelques millions d'années, chaque étoile de la galaxie abritera une colonie. La galaxie a des milliards d'années. Alors, où sont les colonies ? Où sont les extraterrestres ? C'est le paradoxe de Fermi. Et de nombreuses solutions ont été proposées. Peut-être la vie intelligente est-elle extrêmement rare. Peut-être que les civilisations s'auto-détruisent avant de pouvoir coloniser. Peut-être choisissent-ils de ne pas coloniser. Peut-être qu'ils se cachent. Peut-être sont-ils déjà là et nous ne les reconnaissons pas. Mais il existe une autre solution. Une théorie fondée sur la physique plutôt que sur la spéculation. Peut-être que la colonisation interstellaire est tout simplement trop difficile. Peut-être les barrières que j'ai décrites sont-elles insurmontables, même pour les civilisations avancées. Réfléchissez-y. Même si une civilisation possède l'énergie de fusion, l'antimatière et des systèmes de propulsion avancés, elle ne peut toujours pas dépasser la vitesse de la lumière. Ils ont encore besoin d'une énergie colossale pour atteindre ne serait-ce qu'une fraction de la vitesse de la lumière. Ils sont toujours confrontés au problème du temps. Des décennies, voire des siècles, pour atteindre les étoiles proches. Des dizaines de milliers d'années pour traverser la galaxie. Et ils restent exposés à ce risque.
Chaque vaisseau de colonisation représente un investissement massif de ressources. Et la plupart d'entre eux risquent d'échouer. Dysfonctionnement du matériel, dommages causés par les radiations, impact de particules interstellaires. L'équipage pourrait ne pas survivre. Même si 1% des missions réussissent, la colonisation de la galaxie est un processus lent, coûteux et risqué. Cela pourrait prendre non pas des millions d'années, mais des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Et d'ici là, la civilisation d'origine pourrait avoir disparu, ou bien avoir évolué au point d'être méconnaissable, ou perte d'intérêt. Alors, peut-être que le paradoxe de Fermi n'est pas un paradoxe du tout. Peut-être que la galaxie regorge de civilisations, mais ils sont tous confinés à leur propre système stellaire, ou leur propre quartier. Parce que les obstacles aux voyages interstellaires à grande échelle sont trop importants. Ce n'est pas une pensée réconfortante. Cela laisse entendre que l'univers est inaccessible, que les étoiles sont hors de portée, que nous sommes isolés par les lois fondamentales de la physique. Mais c'est peut-être vrai. Et si tel est le cas, cela aura des implications profondes pour l'avenir de l'humanité. Et quant à la question de savoir si les extraterrestres peuvent atteindre la Terre, je reviens donc à la question initiale. Pourquoi les extraterrestres n'ont-ils pas atteint la Terre? La réponse est simple, parce que c'est trop difficile. Même si des civilisations intelligentes existent ailleurs dans la galaxie, même si elles sont plus avancées que nous, même si elles possèdent des technologies que nous ne pouvons pas imaginer, elles sont confrontées aux mêmes barrières physiques que nous. Ils ne peuvent pas aller plus vite que la lumière. Ils ont besoin d'une énergie colossale pour atteindre des vitesses relativistes. Ils sont confrontés à un problème de temps. Ils sont confrontés à l'environnement interstellaire hostile. Et la Terre n'est pas spéciale. Nous ne sommes qu'une étoile parmi des centaines de milliards. Même si les extraterrestres savaient que nous sommes là, même s'ils voulaient nous rendre visite, le voyage prendrait au minimum des décennies, des siècles, voire des millénaires. Dans quel but? Rencontrer une autre civilisation? Échanger des connaissances? C'est admirable, mais cela vaut-il le coup? Le risque? Le heurt? Peut-être pas. Il est peut-être plus facile d'envoyer des signaux. Ondes radio. Communication à la vitesse de la lumière. Aucun coût énergétique au-delà de la transmission initiale. Aucun risque pour l'équipage. Pas de dilatation temporelle. Si vous voulez savoir si d'autres civilisations existent, vous n'avez pas besoin de les visiter. Il suffit d'écouter. Et peut-être qu'ils font la même chose. J'écoute, j'attends. Mais nous n'avons rien entendu. Du moins, pas encore. Le programme SETI est à l'écoute depuis des décennies. Nous avons scanné des milliers d'étoiles. Nous avons recherché des signaux radio, des impulsions laser, tout ce qui pourrait indiquer la présence d'une technologie. Rien. Cela pourrait signifier plusieurs choses. Peut-être sommes-nous seuls. Peut-être la vie intelligente est-elle si rare que nous sommes les seuls êtres vivants dans l'univers observable. C'est possible? Peu probable, compte tenu de la taille de l'univers, mais possible. Ou peut-être que les civilisations ne diffusent pas leur communication. Peut-être sont-ils silencieux. Écouter, mais ne pas transmettre. Peut-être sont-ils prudents. Peut-être ont-ils appris que diffuser son existence est dangereux. Ou peut-être utilisent-ils des méthodes de communication que nous ne reconnaissons pas. Neutrinos, ondes gravitationnelles. Quelque chose d'exotique? Nous recherchons des signaux radio, parce que c'est ce que nous savons. Mais peut-être que ce n'est pas ainsi que communiquent les civilisations avancées. Ou peut-être que les distances sont tout simplement trop grandes. Le signal est trop faible. Répandu sur des distances interstellaires, un signal se dilue, s'évanouir, perdu dans le bruit de fond de l'univers. Il se peut que nous recevions des signaux en ce moment même sans les reconnaître. Mais voici le point essentiel. Même si les extraterrestres existent, même s'ils savent que nous existons, même s'ils voulaient nous rendre visite, ils ne le pourraient probablement pas. Le voyage est trop difficile, trop long. Ils sont soumis aux mêmes lois de la physique que nous.
Et ces lois rendent les voyages interstellaires extrêmement difficiles. Permettez-moi maintenant de changer de perspective. Parce que je pense que cette discussion peut être déprimante. L'idée que nous sommes isolés, que les étoiles sont hors de portée, que nous ne rencontrerons jamais d'autres civilisations. Mais il y a une autre façon d'envisager cela. Les contraintes de la physique s'appliquent à tous. Pas seulement nous, pas seulement des extraterrestres hypothétiques, tout le monde. Cela signifie que l'univers n'est pas rempli de civilisations agressives et expansionnistes, car de telles civilisations ne peuvent pas s'étendre facilement. Elles sont limitées par l'énergie, le temps et la distance. Cela signifie que la Terre est probablement en sécurité. Nous ne serons pas envahis. Nous n'allons pas être colonisés par un empire extraterrestre. Parce que construire un empire interstellaire est trop difficile, même pour les civilisations avancées. Cela signifie que chaque civilisation, si elle existe, est probablement confinée à sa propre région, leur propre star, leur propre amas d'étoiles. Ils travaillent dans les mêmes limites que nous. Et cela signifie que si nous parvenons un jour à détecter d'autres civilisations, ce sera probablement par le biais de signaux. Communication. Pas par le biais de visites. Nous pourrions avoir des conversations. Retardées de plusieurs années ou décennies en raison des limitations de vitesse de la lumière. Mais des conversations tout de même. Échange d'idées, connaissances, culture. Ce n'est pas rien. C'est profond. Savoir que nous ne sommes pas seuls. Même si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que l'univers n'est pas fait pour être traversé. Peut-être est-ce fait pour être observé, étudié, apprécié de loin. Les distances sont immenses, mais l'information peut circuler. La vitesse de la lumière est lente à l'échelle cosmique, mais elle est suffisamment rapide pour permettre la communication. Nous pouvons envoyer des messages. Nous pouvons écouter. Nous pouvons apprendre. Et peut-être qu'un jour, nous aurons une réponse. Mais permettez-moi d'être honnête quant aux défis auxquels nous sommes confrontés, même en matière de communication. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, se trouve à 4,2 années-lumière. Un signal radio met 4,2 ans pour l'atteindre. S'il y a une civilisation là-bas et qu'elle répond immédiatement, nous recevrons sa réponse 8,4 ans après l'envoi du message initial. C'est le scénario le plus favorable.